Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce live consacré aux évolutions possibles après une carrière de professeur des écoles que je souhaite la plus riche et la plus évidemment épanouissante possible. Toutefois, il peut arriver bien entendu que parfois dans sa carrière, on ait envie d'un nouveau souffle, d'un nouveau départ. Enfin, ça arrive, c'est tout à fait logique, hein. Et ce live ce soir a pour but et a pour objectif de vous donner toutes les informations en lien avec les changements qui s'offrent à vous en tant que professeur des écoles. Donc je m'appelle Gilles et je serai votre accompagnateur durant tout ce live sur Facebook. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez? N'hésitez pas à répondre dans le chat si jamais il y a un petit souci au niveau du son, si vous ne m'entendez pas. Je pense qu'a priori ça doit être bon. Ok. Alors, nous allons donc commencer. Donc, ce soir, évidemment, le thème, ce sont les perspectives d'évolution en tant que professeur des écoles. Alors, bien entendu, il peut y avoir plusieurs évolutions, hein. Le principe, évidemment, est d'anticiper ce que l'on souhaite faire après, bien entendu. La plupart du temps, c'est quelque chose qui est quand même relativement efficace, en sachant que ce soir, il s'agit bien entendu d'un live informatif et que les modalités varient en fonction des académies, en fonction des contextes locaux, en fonction même des départements et des DSDEN. Bien entendu, nous allons balayer l'ensemble des possibilités qui s'offrent à vous de piocher ce qui vous intéresse et ce qui est le plus pertinent et au regard de votre projet et au regard de votre territoire, bien entendu. Et puis nous nous plaçons bien entendu également dans les règles de la fonction publique, hein, puisque en tant que professeur des écoles, que ce soit d'ailleurs dans le secteur privé, sous contrat ou dans le secteur public, l'enseignement public, vous êtes soumis à peu de choses près aux mêmes règles, et du coup nous allons voir ensemble quelles sont ces règles, quelles sont évidemment les évolutions qui s'offrent à vous. Trois objectifs ce soir: découvrir les possibilités d'évolution, avoir un aperçu des différentes fonctions et être informé des différentes modalités pratiques, hein, très concret. On va essayer de lier à la fois les textes avec le concret, hein, qui s'offre à vous si jamais vous souhaitez être en reconversion. Alors, différentes parties ce soir. Donc déjà, on va faire connaissance, à la fois nous présenter nous, Objectif CRPE, et juste rapidement dans le chat voir qui vous êtes. Quelles sont les possibilités, la conduite à tenir. Et puis enfin, nous allons aborder bien entendu dans le détail, hein, ce que l'on peut faire à l'intérieur de l'éducation nationale, dans la fonction publique et puis évidemment dans le secteur privé, et puis concrètement, hein, quelques petites astuces pour que cela se passe au mieux, en sachant qu'évidemment moi aussi je suis passé par des interrogations, hein, c'est tout à fait logique, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, y compris la vie professionnelle, et moi-même j'ai à un moment donné je me suis posé pour essayer de voir concrètement quelles étaient les possibilités qui s'offraient à moi pour comment dire, pour changer au sein de ma carrière. J'aborderai également quelques focales spécifiques, puisque dans l'éducation nationale, enfin dans la fonction publique et dans l'éducation nationale plus particulièrement, nous avons un certain nombre de règles et des éléments, peut-être que vous avez des mots que vous avez entendus ici et là, et je ferai quelques focales spécifiques. La première sur la mise à disposition. Alors j'ai fait le choix de les regrouper au niveau du contenu, là où ça me semblait le plus pertinent, bien entendu. Le détachement, la reconnaissance des acquis professionnels, une petite focale sur place de l'emploi public, et puis comment faire si l'on souhaite partir de la fonction publique. Donc alors, qui sommes-nous? Objectif CRPE existe maintenant depuis plusieurs années, hein. Ce sont des formations d'excellence, comme vous le savez, pour obtenir le CRPE et réussir son entrée dans le métier.
Donc il y a deux éléments. Donc le premier élément, c'est la préparation au CRPE. Et là, en l'occurrence, il y a déjà les inscriptions pour le CRPE 2024 avec un accompagnement, hein, vous allez le voir. Et sachant qu'évidemment, de par le suivi qui est assuré par Objectif CRPE avec un certain nombre de professeurs, tous compétents les uns tous aussi compétents les uns que les autres, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir l'oral. Petite nouveauté, il y a également une partie relative à la formation continue, hein, avec des parcours clés en main, au plus près du terrain, fait par des formateurs d'expérience qui ont à la fois des liens entre la théorie, la pratique et puis un certain dynamisme bien entendu et qui vous accompagne dans votre quotidien de professeur des écoles. Alors, c'est une formation à distance, mais qui essaye d'être le plus proche de vous possible, puisque nous avons à la fois des vidéos de remise à niveau, hein, une quarantaine de vidéos de remise à niveau, des cours de live, donc plus d'une centaine, des concours blancs, hein, avec des corrections individuelles, c'est-à-dire que votre copie sera corrigée en personne par un correcteur qui vous fera un retour avec les commentaires qu'il a mis. 4 € blancs, pardon, plus 2 en langue vivante étrangère, bien entendu. Des centaines d'annales et d'exercices types qui sont corrigés et bien entendu un accompagnement par l'équipe de la prépa, que ce soit par téléphone ou par mail. Toutes les réponses à vos questions également en direct ou par mail, et puis une entraide entre pairs via un groupe Facebook dédié. Et puis évidemment tout cela hein, aboutit surtout à 77-78% de réussite au CRPE, bien entendu pour les personnes qui ont suivi et qui ont réalisé tous leurs entraînements, et en sachant que nous avons 99% de personnes qui nous recommandent. Évidemment, si vous envisagez de vous préparer au concours, sachez que notre équipe est disponible pour échanger avec vous lors d'un rendez-vous individuel gratuit et vous avez le lien qui s'affiche. Hein, et donc, il suffit de cliquer sur ce lien pour obtenir un rendez-vous individuel gratuit avec un membre de l'équipe d'Objectif CRPE. Et la nouveauté, hein, je parlais tout à l'heure de la formation continue à destination des enseignants, donc ça s'appelle Passion Pédagogie, ce sont des formations qui sont clés en main à destination des professeurs des écoles. Vous avez par exemple un parcours gestion de classe avec des lives, des outils clés en main, un accompagnement par des formateurs qui sont chevronnés, une communauté d'entraide exclusive et une équipe disponible par email et téléphone. Et vous avez bien entendu jusqu'au 31 mars 40% de réduction en suivant le lien qui s'affiche actuellement. Alors, j'aimerais pour commencer savoir qui vous êtes. Hein, donc, à vos claviers, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si vous êtes intéressé par le métier de professeur des écoles, si vous êtes préparationnaire au concours, et ou si vous êtes professeur des écoles. Alors j'ai pu voir qu'il y avait dans le chat des T2. T2 ça veut dire que vous êtes en poste déjà depuis, vous êtes titularisé depuis un peu plus d'1 an puisque vous êtes dans votre deuxième année d'exercice. Donc professeur d'école stagiaire, bienvenue à notre ex Magnolia. Donc ok, très bien. Donc visiblement, la plupart d'entre vous sont des professeurs des écoles. Bah écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Moi aussi, hein, je ne me suis pas présenté. Moi, j'ai été d'abord professeur des écoles, hein, comme vous. J'ai passé plus de... Ah voilà, je vois qu'il y a beaucoup de professeurs des écoles et des anciens qui ont été préparés par Objectif CRPE. Donc moi j'ai été professeur des écoles pendant 16 ans d'ailleurs, excusez-moi, hein, j'ai un peu de mal à compter. Donc 16 ans. Ensuite je suis devenu formateur, plutôt dans le numérique, mais dans le numérique éducatif bien entendu. Je suis resté au sein de l'éducation nationale. Hein. J'ai fait le choix évidemment de rester au sein de l'éducation nationale. Donc j'ai été, comme je le disais, formateur numérique, j'ai passé ensuite le CAFIPEMF, je suis devenu conseiller pédagogique et puis c'est là qu'à un moment donné j'ai pensé aussi à mon évolution et grâce à l'impulsion, hein, je dois le dire aussi, j'ai fait une rencontre hein, grâce à l'impulsion d'une inspectrice, j'ai passé le concours pour devenir inspecteur de l'éducation nationale. Voilà, fonction que j'observe, que j'exerce d'ailleurs toujours actuellement. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir aussi, pour qu'on
pour qu'on continue de se connaître, hein, je viens de me présenter, donc il n'y a pas de raison que vous y échappiez. Avez-vous déjà exercé un autre métier avant d'être professeur des écoles? Ça, c'est important. En reconversion, il y a des personnes qui ont et donc en reconversion signifie que vous avez bien entendu déjà passé exercé d'autres fonctions. Il y en a qui n'ont pas exercé d'autres fonctions. Alors c'est pas, je vous rassure, hein, c'est pas un préalable pour suivre ce live. Donc on voit qu'il y a il y a un certain nombre de personnes qui ont suivi une reconversion, puis d'autres qui n'ont pas, qui sont devenus professeurs des écoles sans exercer pour le moment d'autres fonctions. Les petits boulots étudiants, attention, hein, c'est pas rien, hein, ça apprend aussi pas mal de choses. Et enfin, si vous envisagez d'évoluer vers d'autres fonctions, est-ce que c'est plutôt à 5 ans, à 10 ans, plus tard, ou sinon pas du tout, vous visionnez juste ce live à titre informatif. Est-ce qu'il y en a qui ont envie du coup d'évoluer vers d'autres fonctions? Bon, il y a un petit décalage, hein, ce qui est tout à fait normal. Voilà, tout à fait. Alors, détachement post-adapté, ça tombe très bien. Nous allons parler de cela. En disponibilité, alors disponibilité, c'est un dispositif assez spécifique. D'ici 5-10 ans, donc c'est très bien. Alors, le plus rapidement possible, vous allez voir hein, quelle est la conduite à tenir pour pouvoir évoluer un peu plus rapidement dans de nouvelles fonctions. Ok, très bien. Donc, je vois qu'il y en a. Il y a un peu de tout, hein, donc ça va être très intéressant. Il y en a, c'est plutôt sur 5 ans, il y en a, c'est assez rapidement, puis d'autres, c'est dans un avenir un peu plus lointain, c'est-à-dire 10 ans. Alors, tout d'abord, envie de changer et d'évoluer, c'est tout à fait normal, hein. Il y a eu un rapport il y a quelques années du Sénat qui a été commandé auprès de France Stratégie, c'est un organisme gouvernemental. Avant, c'est ce qu'on appelait le commissariat au plan. Et donc, ce sont des experts qui se posent et l'avantage, c'est qu'ils ont le temps de réfléchir et de mener des enquêtes sur l'évolution professionnelle, l'évolution du territoire. Nous allons nous intéresser, bien entendu, à l'évolution professionnelle et ils font exactement le même constat que nous faisons tous, c'est-à-dire qu'on a une évolution rapide des métiers de par le numérique. Qui est une grosse différence. Et puis, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 3 ans, nous avons vécu un confinement qui a changé beaucoup de pratiques, y compris dans le métier de professeur des écoles, d'ailleurs à tous les niveaux, mais les professeurs des écoles ont été énormément impactés, il a fallu se réinventer, trouver d'autres méthodes de travail, et la relation avec les familles, on sait qu'elle a évolué, hein, donc d'où le fait que le métier, même actuellement, hein, est complètement, est en partie différent de celui qu'on exerçait il y a 3 ans. On a aussi tendance, hein, il y a quand même une tendance à exercer plus de métiers différents qu'avant. Alors par métier, ça peut être aussi différentes fonctions. Dans la fonction publique, il faut distinguer le statut, c'est-à-dire le statut le corps, le professeur des écoles, de la fonction que l'on exerce, hein, qui est un métier qui peut être complètement différent en fonction de ce que vous faites. Déjà, entre la maternelle et l'élémentaire, vous savez qu'il y a une différence, mais entre, par exemple, un professeur des écoles dans une classe et un conseiller pédagogique, il y a des fonctions qui sont également différentes. Et l'avantage, c'est qu'actuellement, c'est beaucoup plus facile. Je ne dis pas que c'est un chemin qui est forcément simple, mais c'est beaucoup plus facile d'évoluer qu'avant dans la fonction publique. Petite parenthèse, hein, pour information, il y a plusieurs années, quand vous démissionniez de la fonction publique, c'était définitif, vous n'aviez pas le droit de passer de nouveau soit un concours identique, soit un autre concours. Maintenant, c'est fini, hein, ça n'existe plus, cette règle-là. Mais pour vous montrer que les dispositifs évoluent, à leur rythme aussi, au rythme du législateur bien entendu, mais les dispositifs évoluent. Alors, quelles possibilités? Alors là, on va lister un petit peu quelles sont les fonctions. Alors bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. J'ai repris principalement les fonctions au sein de l'éducation nationale, au sein de la fonction publique, et puis éventuellement dans le privé, sachant que dans le privé, bien entendu, là, votre imagination et les possibilités et le pragmatisme s'offrent à vous. Alors, quelles sont les possibilités? Si vous souhaitez rester dans l'éducation nationale,
soit, pour commencer, vous pouvez choisir de rester professeur des écoles. Rester professeur des écoles en passant une certification, ce qu'on appelle une certification professionnelle. Vous connaissez sûrement le CAFI-PEMF, le KPI, entre autres, hein, dans le but de devenir soit formateur, soit enseignant spécialisé. Il y a aussi la CCFLS pour enseigner à destination d'un public allophone. Le principe d'une certification, c'est, alors il n'y a pas d'enjeu de concours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre de places limité, hein, mais on l'obtient à partir du moment où aux épreuves on a obtenu un total de 10 sur 20, ou éventuellement par exemple pour le CAFI-PEM, il faut avoir obtenu 10 sur 20 à chaque épreuve. Mais en tout cas, ça c'est une première possibilité. Vous pouvez également prendre une direction d'école, et puis il faut savoir qu'il y a des postes de professeurs des écoles dans des associations ou dans des organismes, que ce soit des organismes gouvernementaux ou que ce soit des organismes hors organismes gouvernementaux. Mais vous avez des associations qui recrutent assez régulièrement des professeurs des écoles. Après, on va voir les modalités pratiques, mais ça existe. Si vous souhaitez rester dans l'éducation nationale, il y a également le second degré, donc on peut devenir professeur des écoles, en collège ou en lycée. Alors c'est une modalité un peu spécifique, mais on va quand même en parler puisque c'est une possibilité que vous avez. Vous pouvez devenir personnel d'encadrement, hein, personnel de direction, c'est-à-dire principal, proviseur, donc dans un collège ou dans un lycée, inspecteur d'éducation nationale, comme votre serviteur. Il y a également la possibilité de devenir psychologue de l'éducation nationale ou ensuite d'occuper un emploi administratif ou avant, hein, en fonction des parcours de chacun, bien entendu. Hein. En sachant qu'à partir du moment où on parle d'évolution professionnelle, chacun doit se construire évidemment son propre parcours de formation, en tout cas faire des recherches pour construire son propre parcours de formation. Quelques cas particuliers néanmoins, hein, on a la possibilité dans l'éducation nationale de partir à l'étranger, donc vous avez la possibilité, vous, d'aller enseigner à l'étranger, donc j'expliciterai ensuite comment cela va se passer. Et je le disais tout à l'heure, il existe des postes spécifiques au sein d'associations, et particulièrement des associations, ce qu'on appelle des associations complémentaires de l'enseignement public. Et puis j'ai oublié d'ailleurs dans la liste certaines institutions culturelles, certains musées, qui recrutent parfois des professeurs des écoles. Même si c'est quand même de plus en plus rare parce qu'ils ont recours de plus en plus au système de mission particulière. Vous souhaitez rester fonctionnaire, mais hors éducation nationale, pardon. Il y a possibilité, sans être dans l'éducation nationale, de rester professeur, mais dans une autre institution. Il en existe certaines, hein, je vais vous les expliciter. Vous pouvez également occuper des postes en lien avec le métier de professeur des écoles. Donc médiateur éducatif, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure dans les institutions, mais dans ce cas-là, vous basculez complètement sous la responsabilité de cette institution-là. Il y a des postes de responsable pédagogique qui existent également. Et puis, il y a également des postes sans lien avec le métier de professeur des écoles. N'oubliez pas qu'en tant que professeur des écoles, vous êtes fonctionnaire de catégorie A. Et que par conséquent, en fonction du niveau de diplôme exigé, vous pouvez passer des concours soit en externe, soit en interne. Hein. N'oubliez pas que vous avez également cette possibilité-là. Et enfin, partir dans le secteur privé. Donc vous pouvez aller dans une entreprise, il y a des associations, vous pouvez également monter votre entreprise. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire vous quittez soit temporairement, soit de façon définitive le giron de l'éducation nationale. Et vous, évidemment, je vous conseille quand même de vous renseigner par rapport à tout ce qui est conditions salariales, retraite, sécurité sociale. Enfin bon, c'est aussi des questions qui se posent. Mais néanmoins, bien entendu, vous avez de plus en plus la possibilité de partir dans le secteur privé. Je répète, bien entendu, il y a également un enjeu local, c'est-à-dire que cela dépend du contexte local, est-ce que le contexte est en tension ou pas, aussi de l'état d'avancée de votre projet professionnel. Plus il aura un statut abouti, plus ce sera facile. Je ne dis pas que ce sera le sésame parfait, bien entendu, hein, là n'est pas mon propos. Mais il existe des possibilités. Hein. Il y a quelques années, par exemple, les ruptures conventionnelles n'existaient pas. Hein. Maintenant, elles existent, elles permettent de partir moyennant une petite compensation financière. Alors, maintenant, quelle est la conduite à tenir? Hein, vous avez envie de vous lancer, vous ne savez pas trop comment faire.
on va voir concrètement quelles sont les différentes étapes à suivre. Le premier élément, ce que je vous conseille, c'est de mener une veille. J'ai vu des questions passer par exemple sur le CAFIPEMF en l'occurrence, ou pas que. Donc dans ce cas-là, vous avez maintenant une documentation qui est assez accessible, facilement accessible sur Internet, donc je vous conseille de vous renseigner. Vous avez certains départements, certaines DSDEN qui mettent en place, pas toutes, je préfère le dire, parfois c'est au niveau académique, parfois c'est au niveau départemental, mais en tout cas, vous avez certains départements ou certaines académies qui mettent en place des lettres d'information régulières, que ce soit des lettres d'information sur les circulaires, mais en général, dans ces lettres d'information, il faut savoir que vous avez également des informations sur, par exemple, les périodes où vous devez envoyer votre candidature pour passer le CAFIPEMF, pour passer le KPI, qui est une autre certification à destination d'un public d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Vous avez également des informations sur la rupture conventionnelle, sur les mises en disponibilité, le détachement, etc., etc., etc. Et puis parfois vous avez des focus sur certaines possibilités d'évolution. Donc premièrement, si elle existe dans votre département ou dans votre académie, n'hésitez pas à vous abonner à ces lettres d'information qui pourront vous être utiles pour déjà une prise de renseignement. Parfois, les sites des directions académiques, des DSDEN et des rectorats, ont également des rubriques d'informations à ce sujet. Et puis enfin, auprès, ce qui me semble aussi essentiel, c'est d'aller voir auprès des institutions, auprès des organismes, auprès des entreprises qui vous intéressent, de voir quelles sont les modalités de recrutement, quelles sont les conditions pour y accéder. Par exemple, si vous êtes professeur des écoles recruté il y a 20 ans, il fallait une licence. Il y avait toujours le système des mères de 3 enfants et des sportifs de haut niveau, mais il fallait le niveau licence. Et il faut savoir que maintenant, pour devenir professeur des écoles, sauf cas spécifique, type concours réservé aux contractuels ou autres, il y a besoin d'un master. Et parfois, vous avez certains concours qui ont également évolué et qui exigent comme condition de diplôme minimale un master. Donc, dans ce cas-là, vous avez tout intérêt à vous renseigner pour savoir comment vous pouvez obtenir un master en fonction des thématiques qui vous intéressent. Et puis, bien entendu, vous avez un certain nombre d'interlocuteurs. Alors, le premier interlocuteur, c'est votre supérieur hiérarchique. Bien souvent, l'inspecteur de l'éducation nationale, pour la plupart d'entre vous, via une demande de rendez-vous, lors des entretiens de carrière. N'oubliez pas que vous avez le document préalable ou le document de conduite d'entretien à remplir. Il porte une appellation différente en fonction de certains territoires. Et il faut savoir qu'à chaque fois que vous demanderez une certification, une évolution de carrière, à partir, un détachement, etc., etc. Alors je vous rassure, on va revenir sur tout ce vocabulaire spécifique plus tard et les modalités. Je vois qu'il y a des questions relatives à la mise en disponibilité. On va y revenir un peu plus tard dans ce live. Donc c'est l'inspecteur qui va valider votre demande. Et bien entendu, en tant qu'inspecteur, plus votre projet sera construit, sera abouti, plus il aura de chances, bien entendu, d'être validé. C'est pas attention, c'est pas la roulette russe, bien entendu. C'est également en fonction de l'avancée du projet de chacun, en fonction de vos motivations également, et puis en fonction de votre situation et puis du contexte local. Lui ou elle pourra vous orienter vers la personne ressource adéquate. Il faut savoir que vous avez un certain nombre de personnes ressources qui peuvent vous expliciter toutes les conduites à tenir. Il y a depuis quelques années ce qu'on appelle maintenant la GRH de proximité, la gestion des ressources humaines de proximité. Alors, cette GRH, elle prend une forme variable en fonction des académies. Parfois, c'est géré au niveau des rectorats. Parfois, c'est vraiment plus délocalisé. Vous avez des personnels qui sont, en plus de certaines de leurs tâches, affectés à cette problématique-là. Puis parfois, vous avez aussi des conseillers en formation continue qui existent. Donc, en général, ce sont surtout des conseillers de proximité. Mais ces personnes-là peuvent vous orienter vers des personnes ressources. Alors, par exemple, si vous souhaitez réaliser un bilan de compétences, alors attention, le bilan de compétences est
est un document, enfin est une procédure qui est officielle, qui a quand même un certain coût. Donc les bilans de compétences, je ne vais pas vous mentir, il n'y en a pas énormément par académie qui sont accordés, puisque les académies en financent, mais vraiment très très peu malgré tout, hein. Donc il faut vraiment que le projet soit abouti. Ces personnels-là peuvent également vous conseiller sur les parcours de formation disponibles qui existent en fonction de votre projet, bien entendu, et accompagner votre mobilité professionnelle, puisque vous avez parfois dans certains départements, par exemple, des inspecteurs de l'éducation nationale qui sont spécialisés dans la ressource humaine, et donc votre inspecteur de circonscription peut vous orienter vers cette personne-là, hein. Donc il écrit à son ou sa collègue, ou elle écrit à son ou sa collègue, et lui explicite votre situation. Donc moi, par rapport à ça, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir sur le site de votre académie ce qu'elle propose, ce que votre académie propose à ce sujet-là, en sachant qu'il y a également une page sur le site du ministère qui renvoie vers les interlocuteurs académiques. Alors, que faire dans l'éducation nationale? Alors, vous avez réfléchi, hein, ça vous tente, mais vous souhaitez rester dans l'éducation nationale. Alors, dans l'éducation nationale, on va reprendre un petit peu le détail. Vous souhaitez, dans un premier temps, rester dans l'éducation nationale, bien entendu, et surtout, ce qui vous tient à cœur, c'est de rester dans le premier degré. Donc, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est de passer une certification professionnelle, hein. Donc la certification professionnelle, vous êtes admis avec un minimum de 10 sur 20, hein, il faut avoir évidemment réussi donc ces deux épreuves-là, parce que le CAFIPEF est composé en gros de 2 séquences, on va dire ça comme ça. Donc c'est pour devenir formateur, maître formateur ou conseiller pédagogique, soit de circonscription, soit départemental. En sachant que ça ouvre la voie, et là je réponds à une première question dans le chat, en lien avec tout ce qui est professeur à l'INSPE. Hein. Bien entendu, vous avez intérêt à la fois d'avoir un master pour devenir professeur, entre autres, hein, professeur à l'INSPE ou intervenant à l'INSPE, et surtout avoir le CAFIPEF, et dans ce cas-là, vous pourrez de temps en temps intervenir à l'INSPE. Ensuite, si vous souhaitez intervenir de façon régulière, il faut savoir que c'est un poste en lien avec l'université, hein. Donc, je vous conseille de vous renseigner par rapport à cela. Néanmoins, si vous souhaitez intervenir de temps en temps, il faut savoir que les formateurs interviennent assez régulièrement dans les INSPE. Alors, pour pouvoir prétendre au CAFIPEF, hein, le texte indique qu'il faut prévoir un minimum de 50 pratiques, en sachant que quand vous serez formateur, vous allez devenir formateur en maternelle et en élémentaire, hein, sauf cas spécifique, il y a assez peu de formateurs spécifiques, spécialisés en maternelle et assez peu de formateurs spécialisés en élémentaire. Vous allez dresser l'ensemble du parcours de l'élève dans le secteur primaire, dans le premier degré. Donc bien entendu, je vous conseille quand même, pour pouvoir passer le CAFIPEF, d'avoir exercé et en maternelle et en élémentaire, c'est vraiment un plus. Voilà, alors par rapport aux conseillers pédagogiques, il faut savoir qu'on a actuellement, il y a de plus en plus en tout cas, on a un certain nombre de manques, soit de circonscription, hein, c'est-à-dire travailler auprès d'un inspecteur, soit au niveau départemental. Il faut savoir que vous avez un certain nombre de conseillers qui travaillent et qui, par exemple, mènent des projets, valident des projets dans le domaine, alors soit du numérique, soit tout ce qui est art, musique. Parfois, vous avez certains départements qui ont des postes de conseillers en sciences. Vous avez des départements qui ont des postes de conseillers départementaux scientifiques, en mathématiques, excusez-moi, et d'autres éventuellement en français. Ça pour le coup, ça dépend vraiment des départements et des stratégies en termes de ressources humaines qui ont été déployées. La deuxième certification, hein, c'est le KPI. Alors le KPI, il vous permet ensuite d'enseigner dans le spécialisé, hein, de devenir enseignant spécialisé, coordinateur en ULIS, enseignant en SECPA, enseigner dans les hôpitaux, en prison, en EREA, donc ce sont des instituts, des établissements régionaux. Devenir professeur ressources, c'est-à-dire que vous avez dans certains départements des professeurs ressources spécialisés par exemple dans l'autisme, d'autres spécialisés dans le trouble du comportement, et ces personnes ressources-là, elles sont censées pouvoir intervenir dans certaines classes, hein, en fonction des demandes et en fonction aussi des priorités départementales. Et vous pouvez également devenir, avec le CAFIPEF, couplé à un KPI, conseiller pédagogique dans l'ASH.
Ce sont les 2 premières certifications. En sachant que, petite parenthèse, si vous souhaitez, partir à l'étranger, en général, les institutions et les organismes, hein, qui recrutent à l'étranger sont assez friands, notamment des personnes qui, ont, au moins un CAFIPEMF, hein. C'est plutôt une vraie plus-value, hein, pour pouvoir partir enseigner à l'étranger et éventuellement un KPI, parce que vous avez certains postes qui, ont du mal à être pourvus et du coup, ça peut être aussi, un vrai plus. Il y a également comme certification professionnelle la CCFLS, hein, certification complémentaire français langue seconde. Alors c'est un des sésames pour pouvoir enseigner en UPE2A, donc auprès d'un public allophone, en sachant que les modalités varient vraiment pour le coup en fonction des départements. Vous avez des départements où ces unités d'enseignement sont plutôt rattachées à une école. Vous avez des départements où ce sont en revanche plutôt mobiles, hein, c'est-à-dire que ces personnes-là circulent d'école en école pour, euh, pour être auprès des élèves allophones. Ça dépend évidemment des caractéristiques territoriales, hein, des départements où il y a plus de demandes que d'autres. Donc c'est pour vous destiner à enseigner au sein d'un dispositif UPE2A, sachant que pour le coup, c'est pas forcément en fonction des départements un préalable, mais moi je le conseille quand même parce que c'est un vrai plus, hein. Il y a une pédagogie spécifique et des modalités un peu spécifiques à destination de ce public-là. Et en plus, ça vous permettra de devenir une personne ressource dans ce domaine. Alors, il n'y a pas d'exigence minimum, hein, d'enseignement. En gros, c'est un examen, hein, avec un dossier de 5 pages à rédiger. Et puis ensuite, vous soutenez, puis ensuite, il y a un dialogue professionnel, hein, et puis si vous obtenez 10 sur 20, pareil, hein, on considère que vous obtenez cette certification-là. En l'occurrence, moi, c'est par là que j'ai commencé, hein, c'est par là que j'ai commencé à à m'intéresser à ce qui se passait hors de ma classe habituelle. Donc, j'ai déjà commencé par passer cette certification-là. Alors, juste, je rebondis sur une question du chat. Alors, comme je disais, hein, comme je le disais, Véro, ça dépend vraiment des contextes départementaux. En sachant que il n'est pas nécessaire d'avoir suivi la formation pour s'y inscrire. Alors, c'est quand même un vrai plus parce que vous apprendrez à rédiger votre dossier, vous aurez des éléments spécifiques relatifs à cette pédagogie-là. Mais bien entendu, et ça j'en suis bien conscient, ça dépend vraiment des départements. Il y a des départements qui sont plutôt en déficit et d'autres au contraire où il y a une abondance de demandes. Et dans ce cas-là, en effet, ces derniers sont obligés les départements sont obligés de faire des choix. Alors, autre possibilité, si on souhaite rester dans le premier degré, s'inscrire sur la liste d'aptitudes à la direction. Alors, évidemment, vous les connaissez puisque des directeurs, il y en a dans la quasi-totalité des écoles, hein. Bon, après, il y a des modalités spécifiques en fonction des zones, hein. En zone rurale, ce sera un peu différent d'une zone urbaine. Donc concrètement, comment ça se passe? Il y a un entretien avec l'inspecteur de la circonscription, déjà au préalable, et qui doit émettre un avis. Cet avis sera transmis au niveau départemental et vous êtes convoqué devant une commission, hein, pour un entretien. Alors cette commission, elle est composée en général d'un ou plusieurs inspecteurs et d'un ou plusieurs directeurs. Vraiment là pour le coup, ça dépend des départements. Petite parenthèse, cette inscription elle est valable 3 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous valide, alors là il n'y a pas de note, hein, c'est aussi, vous avez un certain nombre de questions sur comment dire, sur la vie scolaire en l'occurrence, sur la loyauté aussi, hein, c'est un élément important. Et cette inscription, faut savoir qu'elle est valable dans un premier temps 3 ans, c'est-à-dire que vous avez 3 ans pour obtenir, j'ai pas dit pour demander, pour obtenir un poste de direction. Ça, c'est un point important que parfois certaines personnes oublient. C'est-à-dire que si au bout de 3 ans, vous n'avez pas obtenu de poste de direction, malheureusement, il va falloir repasser la liste d'aptitudes. Alors évidemment, il y a peu de chance pour que si excusez-moi, si vous l'avez obtenu il y a par exemple 4 ans, que vous échouiez quelques années après, mais en tout cas, faut savoir que cette certification-là, elle est valable 3 ans.
pour obtenir un poste. Une fois que vous avez un poste de direction, c'est bon, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas obligé de la repasser tous les 3 ans, bien entendu. Alors, et puis enfin, dernier élément, ce qu'on appelle les postes à profil. Alors, c'est une nouveauté depuis 2 ans. Attention, le nombre est extrêmement restreint, 300 postes dans toute la France. Vous imaginez bien que certains départements, que je ne citerai pas parce que je pense que vous imaginez que vous les connaissez probablement, ont plus de demandes que d'autres, sachant qu'il y a 1, 2, voire maximum 3 postes par département, hein. Et donc, forcément, à partir du moment où n'importe quel enseignant de France peut postuler à un de ces postes-là, il y a énormément de demandes, en sachant qu'il y a une procédure déjà de candidature en ligne, d'où l'importance d'avoir un CV renseigné, une lettre de motivation. En principe, ce sont sur des missions particulières, direction par exemple, direction en éducation prioritaire, et qu'en principe, vous devez rester 3 ans sur le poste. Donc voilà, voilà quelles sont les conditions pour ces postes à profil. Alors, petite parenthèse, parce que je vois qu'une information circule dans le chat, des demandes circulent dans le chat. Donc, pour devenir e-run, c'est-à-dire enseignant référent aux usages du numérique, renseignez-vous auprès de votre département. Il y a certains départements qui préfèrent avoir un enseignant avec un CAFI-PEMF, d'autres non, ça dépend du statut, puisque vous avez des départements qui ont fait le choix de non pas d'avoir des e-run, mais des conseillers pédagogiques. Attention, dans ce cas-là, il est toujours possible de faire fonction, j'y reviendrai plus tard, mais renseignez-vous vraiment auprès de votre département. C'est lui qui va pouvoir vous apporter la réponse à la question. Concernant une demande, si ces certifications-là sont accessibles à l'enseignement privé, alors là, ça dépend vraiment des dispositifs locaux. En tout cas, dans la plupart des départements, un enseignant du secteur privé ne peut pas s'inscrire au CAFI-PEMF du secteur public. Ça, c'est pas possible. Donc vraiment, renseignez-vous localement auprès de soit de votre institution de rattachement, soit auprès de votre gestionnaire au rectorat pour cette question-là. Et puis enfin, j'en parlais tout à l'heure, dans les associations ou dans les organismes, puisque certaines associations, certains organismes qui ont signé des conventions avec l'éducation nationale offrent des postes. L'avantage, c'est que par exemple, si une association départementale UCEP est fortement intéressée par votre candidature et votre profil, elle va vous expliciter la marche à suivre. Et évidemment, comme vous avez des départements où il y a des conventions qui existent, par exemple, vous avez des associations UCEP qui ont systématiquement 2 à 3 enseignants qui travaillent pour elles. À partir du moment où on vous prend, le département est obligé d'accepter votre, quelque part, c'est un accord tacite, mais il accepte votre mobilité, bien entendu, à partir du moment où le recrutement s'est bien passé et qu'il vous valide. Après, vous avez certaines associations qui disent « Ok, on vous valide, mais vous êtes plusieurs candidats sur le poste, on va laisser le soin à la direction départementale de trancher ou non votre candidature. » Mais la plupart du temps, à partir du moment où l'association, excusez-moi, vous recrutez, vous valide, je parle vraiment des associations complémentaires de l'enseignement public. Je ne parle pas d'autres types d'associations qui recrutent également des enseignants et pour lesquels il faut absolument passer par ce qu'on appelle une demande de détachement, je vais y venir. Mais en tout cas, pour les associations, la plupart des associations complémentaires de l'enseignement public, vous avez une automaticité. Enfin, en tout cas, à partir du moment où vous postulez, de fait, vous pouvez être embauché. Donc, je parlais de l'UCEP. Alors, il en existe vraiment tellement au niveau local que ça dépend. L'OCCE est dans ce cas-là. L'UCEP, par exemple, pour ne citer que ces deux-là. Vous renseignez directement auprès de ces associations-là, en sachant que vous avez 2 statuts qui cohabitent. Mise à disposition et détaché. Alors, on va avoir une focale sur ces deux types, sur un premier type, de statut un peu particulier. Alors, la mise à disposition, qu'est-ce que c'est? La mise à disposition, alors je vais revenir après sur les associations. La mise à disposition, alors malheureusement, c'est de plus en plus rare. Pour vous expliciter un petit peu l'enjeu, les associations,
quand elles demandent des subventions, en tout cas les associations complémentaires de l'enseignement privé, soit elles obtiennent une subvention en numéraire, hein, un virement sur leur compte, soit elles obtiennent ce qu'on appelle des équivalents temps plein, hein, c'est-à-dire qu'on considère que, je sais pas moi, au lieu de donner tant d'euros à une association, on va lui donner moins, mais en revanche, on lui mettra à disposition des postes d'enseignants qui travailleront pour elle. Ça a été le cas par exemple de l'OCCE, ça a été le cas parfois de l'UCEP, ça a été le cas également alors d'un organisme qui n'est pas une association mais qui est le CLEMI. Et donc l'enseignant est toujours placé sous le statut de l'éducation nationale, hein, donc ça répond à une question du chat. Donc la rémunération est toujours assurée par l'éducation nationale, la retraite c'est toujours en lien avec l'éducation nationale. Quand on a un congé maladie de longue durée, parce que les congés maladie de courte durée c'est différent, mais congé maladie longue durée, c'est le service médical de l'éducation nationale qui tranche, etc. etc. En revanche, vous devez suivre les règles de l'association pour l'émission, c'est-à-dire que si l'association décide que vous devez travailler le samedi, je dis une bêtise, hein, mais que vous devez travailler le samedi, vous êtes obligé de venir travailler le samedi. Hein. Vous continuez à être rémunéré par l'éducation nationale, mais en revanche, évidemment, par rapport aux horaires d'ouverture, vous devez quand même vous plier aux règles de fonctionnement de l'association. Le principe d'une mise à disposition, c'est 3 ans renouvelables. Hein, c'est-à-dire que alors ça peut être renouvelable plusieurs fois, mais c'est au moins 3 ans. Hein, c'est par période de 3 ans, pardon, excusez-moi, c'est plus clair comme ça. Donc les associations, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, je répète, hein, j'ai parlé de l'UCEP, il y a le CLEMI, il y a le CCE. Attention, on est dans un contexte où vous avez des associations qui sont de plus en plus départementalisées, donc ces modalités-là dépendent beaucoup des associations. Et je répète, cette modalité de mise à disposition est de plus en plus rare, néanmoins. Autre possibilité, vous souhaitez rester professeur dans l'éducation nationale, mais ailleurs. Alors, pour cela, vous pouvez être enseignant dans le second degré, c'est-à-dire enseigner au collège et au lycée. Alors, c'est pas si simple que cela, hein, je préfère vous prévenir tout de suite, hein, pour être honnête. C'est-à-dire que vous enseignez soit dans une discipline générale, soit technologique, soit professionnelle. Attention, les disciplines technologiques et professionnelles, la plupart du temps, vous avez quand même des élèves en atelier, donc une responsabilité professionnelle. Donc il faut en général pouvoir justifier de certains diplômes et de certaines compétences. La procédure. Alors, tout est indiqué dans le bulletin officiel, hein, c'est un texte important à consulter. Dans le bulletin officiel, alors c'est soit en novembre, soit en décembre, soit en janvier, hein, si vous tapez devenir professeur dans le second degré en tant que PE, par exemple, vous allez trouver le lien. Et dans ce bulletin officiel, vous avez la procédure qui est explicitée. La plupart du temps, ça dépend, mais la plupart du temps, vous avez besoin de l'avis de votre supérieur hiérarchique, d'où l'idée de lui en parler. Hein. Je disais tout à l'heure qu'il faut se rapprocher de son inspecteur, donc d'en parler à votre supérieur hiérarchique. Votre avis, il est examiné plus par le supérieur hiérarchique, puisque lui, il va juste donner son avis sur, c'est notamment par exemple savoir si vous êtes un enseignant qui remplit correctement vos missions, si vous êtes ponctuel par exemple, hein, c'est un élément évidemment qui sera pris en compte. Et donc votre avis va être examiné au niveau académique, hein, puisque vous savez que le recrutement des professeurs certifiés, en tout cas la gestion des professeurs du second degré s'effectue au niveau académique. Et donc vous pouvez éventuellement avoir un entretien avec l'inspecteur de la discipline. Donc par exemple si vous postulez en mathématiques, alors il va bien entendu vérifier, savoir si vous avez des diplômes en lien avec les mathématiques. Hein. Ça en général c'est ce qui est vérifié. Ensuite vous allez être convoqué pour un entretien avec ce qu'on appelle un inspecteur pédagogique régional. Et puis il faut savoir que vous pouvez postuler dans 2 académies maximum, donc rien ne vous empêche, hein, même si vous êtes en poste dans une académie, de postuler dans 2 académies qui n'ont rien à voir avec votre académie actuelle d'exercice. Attention, c'est pas un recrutement simple. Déjà, ça dépend des déficits des disciplines, premièrement, et puis évidemment de vos
vos compétences en termes de connaissances disciplinaires en lien avec la discipline à l'intérieur de laquelle vous souhaitez enseigner. La durée, c'est en général 1 à 5 ans, avec la possibilité de demander votre intégration dans le corps demandé au bout d'1 an. C'est-à-dire que si, je sais pas moi, vous postulez pour être professeur de mathématiques ou professeur de français, en général ce sont les 2 postes qui sont le plus demandés par les professeurs des écoles. Il y a aussi histoire-géographie, parce qu'on a quand même un certain nombre de professeurs des écoles qui ont des diplômes en histoire et en géographie. Alors, c'est en fonction du diplôme. Alors, il n'y a pas de test écrit du niveau, pour répondre à une question du chat. C'est en fonction du diplôme et puis de l'entretien, la façon dont se passe l'entretien avec l'inspecteur de la discipline, bien entendu. Et donc, si jamais vous plaisez dans ces fonctions-là, au bout de la première année, vous avez la possibilité de demander votre intégration définitive dans le corps demandé, c'est-à-dire que vous deviendrez professeur certifié par exemple en français jusqu'à la fin de votre... en tout cas pour la poursuite de votre vie professionnelle. Ça, c'est par rapport aux enseignants du second degré. Maintenant, vous pouvez éventuellement choisir de partir à l'étranger. Alors, pourquoi pas, en sachant qu'il y a une variété de dispositifs, d'où mon temps d'arrêt. Il y a une variété de dispositifs. Alors, excusez-moi, par rapport à je rebondis juste sur le chat et sur la question du second degré. Non, dans ce cas-là, vous n'avez pas à passer le CAPES. Si vous êtes intégré dans le corps, vous n'avez pas à passer le CAPES. Évidemment, vous pouvez tout à fait passer par un CAPES, et dans ce cas-là, c'est les procédures de recrutement classiques, soit un CAPES externe, soit un CAPES interne, et je vous conseille d'aller voir sur Internet, sur le site Je veux devenir enseignant, comme pour le professeur des écoles, vous avez toutes les modalités. Je referme la parenthèse. Donc, partir à l'étranger, pourquoi pas? Alors, il existe un certain nombre de programmes qu'on connaît plus ou moins, et qui existent en fonction des académies. Alors, vous avez le programme, par exemple, Codophile, en Louisiane, en sachant que cela ne concerne que 41 enseignants dans l'année, puis ça dépend aussi des partenariats. Alors attention, les USA sont parfois un peu frileux avec certains travailleurs qui arrivent de l'étranger, et donc vous allez devoir vous soumettre à une règle, c'est d'avoir enseigné à minima 3 ans, et surtout au moment de votre demande, être à temps plein. Ils n'exigent pas de 3 ans de travail à temps plein, mais en revanche, par exemple si vous avez eu un congé maternité ou un congé parental, au moment où vous effectuez votre demande, il faut être à temps plein devant une classe. Ça va être examiné. Vous avez également le programme Jules Verne. Alors pour ce programme-là, les modalités dépendent très fortement des académies qui signent le partenariat. Il faut savoir que ça peut consister, en tout cas pour ce programme Jules Verne précis, en un échange. C'est-à-dire que vous partez 1 an enseigné, alors par exemple au Québec, c'est souvent signé avec le Québec. Vous partez 1 an enseigné au Québec, en contrepartie vous laissez votre appartement et votre voiture. Et là-bas, vous récupérez la voiture et l'appartement de l'enseignant avec lequel vous effectuez un échange. Donc c'est pour ça que là pour le coup, ça dépend vraiment des partenariats qui existent, et dans ce cas-là, vous restez fonctionnaire de l'éducation nationale. En sachant qu'il existe également ce qu'on appelle les écoles européennes, et il y a également des liens avec la principauté d'Andorre, mais c'est vraiment très très spécifique, notamment quant au niveau d'espagnol à avoir. Ensuite, vous avez le réseau de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Vous avez la Mission laïque française, et vous avez la FLEC. Alors la FLEC, qu'est-ce que c'est? C'est l'association franco-libanaise pour la culture. Ce sont donc des établissements dans le monde, sauf évidemment la FLEC qui se concentre sur le Liban, et ce sont souvent des établissements, c'est-à-dire que contrairement aux écoles, ce sont des établissements qui sont dirigés par soit des directions, soit des principaux ou des proviseurs. Ça veut dire que ce directeur-là a un lien hiérarchique, excusez-moi, sur vous. Alors, ce n'est pas le lien pédagogique, c'est vraiment le lien administratif. Alors, on va maintenant reprendre les modalités. Donc, il faut avoir au moins 3 ans de service, en sachant qu'il y a un bulletin officiel spécifique. Il me semble que pour cette année, d'ailleurs, le bulletin officiel est paru très très tôt, puisqu'il est paru, me semble-t-il, de mémoire fin juillet pour la rentrée de septembre 2023. Donc, vous voyez, un an quasiment, enfin un peu plus d'1 an avant, en sachant que vous avez 2 types de statuts.
l'emploi, le détachement, hein, ça on va y revenir, et l'emploi local. L'emploi local, grande vigilance, c'est-à-dire que vous êtes rémunéré en fonction des conditions locales. Donc le salaire, il est adapté aux conditions locales. La sécurité sociale, vous bénéficiez du régime, s'il y en a un, de sécurité sociale locale, et la retraite, hein. L'emploi local, c'est-à-dire que vous êtes directement embauché auprès des établissements sans passer par l'AEFE, ou sauf modalité spécifique. Mais la plupart du temps, hein, si vous avez un établissement qui vous intéresse, ils peuvent aussi vous faire ce qu'on appelle un contrat local. Mais là, faites très attention. En fonction des pays, les conditions sont extrêmement variables. L'autre modalité, c'est le détachement. Alors, le détachement, bah justement, nous allons en parler maintenant. Alors, c'est important parce que c'est une des modalités principales de départ, par exemple, vers, de parenthèse, de l'éducation nationale, quand on va dans un autre corps, par exemple, hein, notre corps d'emploi, on appelle ça, ou quand on part à l'étranger, ou quand on est embauché par une association. Par ailleurs, si vous réussissez par exemple le concours par exemple d'inspecteur, il faut savoir que tant que vous êtes stagiaire, vous êtes mis en détachement durant la durée de votre stage, c'est-à-dire durant 1 an, puis après vous êtes intégré dans votre nouveau corps. Alors le détachement, qu'est-ce que c'est? C'est l'organisme d'accueil ou l'administration d'accueil qui vous rémunère. Contrairement à la mise à disposition, vous étiez rémunéré par l'éducation nationale, donc concrètement avec une fiche de paye éducation nationale. Là, le détachement, c'est l'organisme d'accueil qui vous rémunère, hein. Vous avez une fiche de paye de votre organisme d'accueil. C'est le plus fréquent, hein, c'est le détachement. Il faut savoir que c'est la modalité qui est assez fréquente, beaucoup plus que la mise à disposition. En sachant que les propres règles de votre administration d'accueil ou de votre organisme d'accueil ou de votre association s'appliquent concernant la rémunération, concernant les horaires et concernant l'évaluation, hein. Vous savez que dans l'éducation nationale, le PPCR a été négocié avec les représentants du personnel avec un certain nombre de rendez-vous de carrière, mais il y a certaines administrations où c'est beaucoup plus fréquent, hein, que dans l'éducation nationale. Et dans ce cas-là, c'est cette administration-là ou l'organisme d'accueil qui vous évalue régulièrement. En revanche, votre avancement en tant que professeur des écoles est conservé. Ça veut dire que concrètement, si vous partez 5 ans et que vous êtes embauché en tant que personne détachée, je ne sais pas moi, dans un service de l'État, et que vous revenez ensuite professeur des écoles, vous aurez avancé durant 5 ans, hein. Ça veut dire que par exemple, vous aurez, quand vous reviendrez, si jamais dans ces 5 ans-là, vous pouvez prétendre à un changement d'échelon, quand vous allez revenir, cela va être pris en compte, hein. Ça, c'est important à savoir. Le détachement est accordé en fonction des situations, hein, pour une période de 1 à 5 ans, excusez-moi. Alors là, ça dépend vraiment des conditions d'embauche. Vous avez des organismes qui préfèrent des contrats de 3 ans, vous en avez d'autres qui préfèrent des contrats d'1 an. Et en revanche, il est renouvelable sans limitation. Sans limitation, sans limitation. Et par contre, en revanche, il y a, alors c'est d'actualité, mais il y a un élément relatif à la retraite qu'il faut vérifier. Il faudra vérifier si, auprès de l'administration, si vous partez en détachement dans tel organisme, si vous pourrez bénéficier de la pension de l'État. Ça, c'est un élément extrêmement important. C'est pas garanti, c'est-à-dire que si la convention ne le prévoit pas, vous serez régi sous un autre régime de retraite, hein, qui ne sera pas celui de l'État, si jamais vous prenez votre retraite quand vous êtes en détachement dans cet organisme ou dans cette association-là. Dans beaucoup de cas, c'est quand même le cas, hein. Dans beaucoup de cas, vous conservez votre retraite d'État, mais vraiment, là, pour le coup, il faut vraiment vous renseigner. Le détachement, alors, ça dépend des situations, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il est soumis à l'avis de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, donc en gros du DAZEN ou de la DAZEN. Et il faut savoir que quand vous réussissez un concours, comme je le disais tout à l'heure, hein, par exemple, si vous devenez inspecteur d'éducation nationale, personnel de direction, vous passez un autre concours administratif, il est évidemment par principe accordé. On ne va pas vous dire, ah bah non, moi je décide de vous garder, vous n'avez pas le droit de faire valoir votre droit au concours, je souhaite que vous restiez professeur des écoles. Non, c'est par principe, il est accordé automatiquement. Vous avez même la plupart du temps aucune démarche à faire, c'est fait automatiquement par l'organisme d'accueil.
Après, évidemment, si vous réussissez au concours dans une autre administration que l'Éducation nationale, je vous conseille de vous renseigner auprès de cette administration qui vous explicitera clairement la marche à suivre. Par contre, en revanche, le détachement pourrait être recruté ailleurs. Donc, par exemple, vous avez des associations qui recrutent, mais sous forme de détachement, qui recrutent des personnels détachés. Ça dépend. Parfois, le DAZEN peut refuser votre détachement pour des nécessités de service. C'est le cas notamment lorsque vous souhaitez postuler pour partir à l'étranger auprès de l'AEFE. Ça peut être refusé. Il faut le savoir, hein, que ce n'est pas automatiquement accordé, attention. Hein. Il est automatiquement accordé en cas de réussite à un concours. Pour tout le reste, ça dépend des nécessités de service. Alors, les détachements sont-ils accordés si nous sommes dans un département déficitaire en termes d'enseignants? Alors là, j'ai vu les deux cas de figure, hein, puisque je suis dans 2 départements déficitaires. J'ai vu les 2 cas de figure, donc malheureusement, il n'y a pas de règle par rapport à cela. Ça dépend aussi c'est un peu plus compliqué que ça. Ça dépend aussi du nombre de remplacements disponibles, etc., etc. Il y a un certain nombre de considérations ressources humaines. Alors, pour Jules Verne, pour terminer hein, avec tout ce qui est étranger, détachement, pour Jules Verne, en sachant que vous n'êtes pas en détachement, non, vous ne perdez pas votre poste vu que c'est juste un échange de poste temporaire d'1 an. Je vous conseille cependant de vérifier cet aspect-là parce que Jules Verne, les modalités, elles varient en fonction des départements. Donc voilà pour la focale détachement. Alors, si vous souhaitez exercer une autre fonction, mais toujours en lien avec les élèves, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient psychologues. Alors, vous pouvez devenir psychologue de l'Éducation nationale. Hein. En plus, on en manque beaucoup. La condition, c'est d'avoir effectué un cursus complet en psychologie. C'est-à-dire, le master seul ne suffit pas. Je m'explique. Si vous avez effectué une licence de psychologie, j'ai une bêtise, hein, psychologie et master en psychologie, ça c'est bon. Une licence d'histoire et un master de psychologie, ce ne sera pas bon. L'Éducation nationale, en tout cas actuellement, ça peut évoluer, mais exige que vous ayez un cursus complet en psychologie. Vous avez 2 modalités, soit passer le concours, hein, puisqu'il y a un concours pour être psychologue de l'Éducation nationale, en sachant que vous avez une spécialité éducation, développement des apprentissages, ce sont les psychologues du 1er degré, et puis une spécialité type orientation, ce sont les psychologues de l'Éducation nationale, second degré, hein, les fameuses personnes qui s'occupent de l'orientation, entre autres, hein, je caricature énormément, j'en suis navré, s'il y a des psychologues de l'Éducation nationale en conseil, en orientation et en scolaire et professionnel, excusez-moi. Mais voilà, il y a ces 2 types-là. Donc soit il y a le concours, soit éventuellement il y a la possibilité de faire fonction, c'est-à-dire que vous avez un master en psychologie, vous faites un courrier indiquant au directeur académique en indiquant que vous souhaitez faire fonction. Et dans ce cas-là, au bout d'un certain nombre d'années d'exercice, vous devez renouveler votre demande chaque année, mais au bout d'un certain nombre d'années d'exercice, on va vous dire, bah, ça y est, vous allez être réintégré dans le corps des psychologues. Vous êtes intégré, excusez-moi, dans le corps des psychologues de l'Éducation nationale. Si vous souhaitez exercer des fonctions d'encadrement, alors je vais passer rapidement parce que la plupart du temps, ce n'est pas le choix des personnels. Donc vous pouvez être personnel de direction, hein, principal ou proviseur. Vous avez en général des préparations académiques qui sont proposées. L'accès s'effectue par un concours, il faut savoir un concours national, hein, avec une affectation ensuite par académie. Vous avez une épreuve écrite et ensuite vous avez un oral avec un dossier à transmettre. C'est-à-dire que quelques semaines avant votre oral, vous devez transmettre un dossier qui peut servir de support à l'oral. En sachant pour personnel de direction, vous avez de plus en plus de personnes issues du 1er degré qui passent ce concours-là, hein, notamment des directeurs d'école qui choisissent ensuite de devenir personnel de direction, donc en collège ou au lycée. Et puis vous avez les corps d'inspection, puisque nous restons dans l'éducation nationale. Vous pouvez être inspecteur d'éducation nationale ou être IAIPR, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional. Ça, ce sont les inspecteurs du second degré en lien avec des disciplines type mathématiques, français. Sachant qu'inspecteur d'éducation nationale, j'ai oublié de le dire, vous avez le 1er degré, puis vous avez aussi des inspecteurs de l'éducation nationale de l'enseignement technique et qui ont des missions un peu spécifiques type information et orientation.
Voilà, donc pour cela, vous avez des préparations académiques qui sont proposées. Ça se fait par un concours national avec un dossier RAEP et un oral. En sachant que pour être IAIPR, il faut avoir un cursus assez solide dans la discipline choisie. Hein. Si vous voulez être IAIPR en histoire, il faut avoir évidemment un cursus assez solide en histoire, par exemple, en histoire-géographie. Alors, le RAEP, qu'est-ce que c'est? J'imagine que certains se posent la question. Alors, c'est un élément qui est de plus en plus fréquent. C'est à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Donc, dans certains concours de la fonction publique, on vous demande de constituer un dossier. Ce dossier, la plupart du temps, sera constitué d'un CV, du bilan de ses expériences, des compétences développées, d'une note de motivation. Hein, ça permet de vérifier la logique de la candidature et de voir si votre projet professionnel il semble cohérent. Parfois, dans certains concours, il faut savoir que ça sert d'épreuve d'admissibilité. Voilà. Bon, alors, je ne vais pas développer plus parce que ce n'est pas l'objet de ce live, mais il faut savoir que ça existe quand même et que on peut vous demander d'en constituer un. Dans ce cas-là, il est toujours en tête. Hein. De toute façon, CV, lettre de motivation, ça, ce sont quand même des classiques, hein, bien entendu. Faire le bilan de ses expériences et de ses compétences développées, en général, c'est utile si vous souhaitez évoluer professionnellement. Certains d'entre vous souhaitent rester dans l'éducation nationale, excusez-moi, mais plus devant l'élève. Dans ce cas-là, il faut savoir que vous avez la possibilité de basculer sur un poste de personnel administratif. Ce sont les personnes qui exercent dans les DSDN et les rectorats, hein, suite à une problématique professionnelle ou personnelle. Vous n'êtes plus forcément apte à enseigner devant les élèves et dans ce cas-là, vous pouvez être personnel administratif. Alors, là, c'est hors concours, en sachant qu'évidemment, vous pouvez toujours passer un concours pour être personnel administratif, et là, ce sera différent, hein, vous serez recruté, bien entendu. Certains sont recrutés, par exemple, dans l'administration, ce qu'on appelle l'administration centrale, c'est-à-dire le ministère, et je vous conseille de vous renseigner auprès de votre IEN ou de DRH de proximité, il peut y avoir des modalités spécifiques, hein, bien entendu, d'accueil. Autre question, si vous souhaitez rester dans la fonction publique, enseignant ou pas, mon cœur balance. Alors pourquoi j'ai mis cela? Parce que vous avez la possibilité de rester dans l'enseignement, mais dans ce cas-là, vous ne serez plus forcément professeur des écoles. Hein. Vous serez professeur, tout simplement, dans un organisme, une administration d'accueil. Alors, il n'y en a que quelques-uns hein, qui existent. Alors, professeur hors de l'éducation nationale, c'est tout ce qui est en lien avec les maisons d'éducation ou la Légion d'honneur, ou dans les autres ministères, un ministère des Sports. Alors, par exemple, à l'Institut national jeunesse et éducation populaire, vous avez parfois quelques postes d'enseignement. Le ministère des Affaires sociales en propose également via l'Institut des jeunes aveugles et l'Institut des jeunes sourds. Alors, comment faire dans ce cas-là? En général, c'est le détachement, hein, confère la focale que je vous ai indiquée tout à l'heure. Consultez les offres sur Place de l'emploi public, un entretien en général avec un organisme ou l'administration d'accueil, et puis évidemment, vous en parlez à votre IEN, bien entendu. Alors, ça va être l'occasion d'aborder la focale numéro 4, Place de l'emploi public. Alors, Place de l'emploi public, qu'est-ce que c'est? C'est le lieu de publication de tous les postes de fonctionnaires soumis à appel à candidature. Hein, vous avez entre autres la possibilité de sauvegarder vos critères de recherche. Le contenu, vous savez le type d'offre, le lieu d'exercice, les conditions de dérouler de la candidature. Alors je vous montre un petit exemple. Hein. Là par exemple, donc on est bien sur Place de l'emploi public, hein, ici. J'ai mis comme domaine des domaines en lien avec l'enseignement et la formation. Et puis ensuite j'ai cliqué sur voir les offres. Je vais pas le faire là parce que ça va être peut-être un peu trop long. Mais là vous voyez, hein, tout de suite, vous avez un certain nombre Alors, il y a des offres qui sont plus ou moins en lien avec les métiers d'enseignement. Mais là, vous avez par exemple ingénieur de formation. Alors la plupart du temps, c'est plutôt pour des personnes qui ont déjà un passé de formateur. Hein. Donc si vous êtes conseiller pédagogique,
et que vous souhaitez exercer d'autres fonctions, vous pouvez postuler pour ces offres-là, par exemple. Mais vous avez également, vous voyez, formateur numérique Limoges. Ça, ce sont des emplois qui peuvent être, comment dire, proposés à des professeurs. Et en général, quand vous cliquez sur l'offre, donc on va cliquer là-dessus, par exemple, et quand vous cliquez sur l'offre, vous avez toutes les conditions, hein, avec les missions, les activités, le niveau minimum requis, donc là en l'occurrence c'est le niveau 6, licence, diplôme, et puis les conditions particulières d'exercice. Voilà, donc là il précise, hein, vraiment, hein, le statut. Vacant, on sait qu'à partir du 1er septembre 2023, hop, vous serez susceptible d'accéder à ce poste-là. Hein. Et là, vous voyez, ouvert aux candidats titulaires de la fonction publique, mutation ou détachement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, ou aux contractuels. Vous voyez, même quand vous êtes contractuel, vous avez une possibilité de postuler à certaines offres. Donc ça, c'est place de l'emploi public, hein, et c'est toutes les offres en lien avec la fonction publique, et notamment quand vous avez des institutions qui recrutent des professeurs des écoles. Il faut savoir que c'est en passant par ce site-là que vous aurez connaissance de cette information. Enfin, si vous souhaitez exercer d'autres fonctions, hein, donc en l'occurrence rester dans la fonction publique sans être professeur, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, consulter les offres accessibles aux catégories A, sachant que le A+, c'est pour tout ce qui est fonction d'encadrement, mais les catégories A, donc ce sont les offres qui sont accessibles au public. Se renseigner, bien entendu, auprès du ministère de l'organisme visé. Souvent, dans Place de l'emploi public, tout en bas de l'offre, vous avez une personne à contacter. Et la plupart du temps, vous pouvez envoyer un mail en leur indiquant si le poste est ouvert à des recrutements pour un professeur des écoles. Ils vous répondent bien volontiers, pardon. Ils vous répondent bien volontiers, et ils vous diront si le poste oui, est ouvert ou pas. Ça peut être pourquoi pas. Pourquoi ça peut être cette réponse-là? Parce que parfois vous avez des postes sur lesquels vous pouvez postuler et les gens ne se sont pas posé la question de savoir si ça pouvait être un professeur des écoles. Mais je vous conseille dans ce cas-là de tenter si vous êtes intéressé, parce que bien entendu, votre plus-value, c'est, en dehors des missions d'enseignement évidemment, c'est votre parfaite maîtrise de la langue française, qu'elle soit orale ou écrite, des qualités communicationnelles, excusez-moi, la relation avec les familles, ce qui n'est pas toujours évident. Et du coup, ce sont des compétences que certains organismes et certaines associations, pas certaines associations, puisque là en l'occurrence c'est Place de l'emploi public, mais que certains organismes et certaines administrations, voilà, recherchent particulièrement. Attention, se renseigner sur les recrutements. Hein, alors j'ai mis par concours, mais pas forcément, puisque parfois dans les offres, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, faut savoir que le master est vraiment de plus en plus exigé. Hein, c'est-à-dire que dans ce cas-là, moi ce que je vous conseille quand même, c'est de passer par la case master. On va y revenir après. Si enfin vous souhaitez rejoindre le secteur privé, alors dans ce cas-là, il faut savoir que votre candidature, elle est obligatoirement examinée par l'administration. Il y a un certain nombre de conditions. Ne pas porter atteinte à la dignité de vos fonctions précédentes. Bon, ça c'est pas compliqué, c'est-à-dire que en gros vous ne pouvez pas devenir polémiste à la télévision et dire du mal de l'éducation nationale. Bon, ça, a priori, je pense que c'est quelque chose d'acquis. Ne pas compromettre ou remettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service public. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est une règle. Ne pas porter atteinte aux principes déontologiques de la fonction publique. Hein, en gros, vous n'avez pas le droit de critiquer la fonction publique. Bon, en général, il y a assez peu d'entreprises quand vous les quittez, qui ne vous font pas signer par exemple une clause indiquant à peu près ces éléments-là, avec une rhétorique un peu différente, mais en gros ça signifie la même chose. En gros, vous n'avez pas le droit de porter atteinte à votre entreprise précédente. L'éducation nationale, la fonction publique dans son ensemble et l'éducation nationale plus particulièrement,
et comprend également ces clauses-là. Et ne pas conduire à une prise illégale d'intérêt. Une prise illégale d'intérêt, ça veut dire que par exemple, vous êtes professeur dans une école, où vous avez négocié, en l'occurrence, des contrats, enfin, vous avez négocié. La mairie vient vous voir pour vous demander quel est le fabricant, je ne sais pas moi, de TNI que vous aimeriez bien avoir parce qu'elle a des fonds suffisants et elle souhaite équiper l'intégralité des écoles de la ville. Vous n'avez pas le droit de démissionner de l'éducation nationale pour aller ensuite chez ce fabricant-là en vous disant bah, écoutez, moi je sais que la mairie de tel endroit va commander 50 ou 60 tableaux numériques et du coup ils vont avoir besoin de main-d'œuvre par exemple. C'est ça, hein, ne pas conduire une prise illégale d'intérêt. En gros, hein, après, évidemment, il y a d'autres modalités, mais en tout cas, la prise illégale d'intérêt, là, c'est un exemple concret de ce qu'il ne faut pas faire. Plusieurs modalités, la disponibilité, la rupture conventionnelle et la démission. Alors, on va faire une focale sur ces éléments-là, hein, puisque c'est quand même des éléments qui se regroupent un petit peu. Alors, donc la focale 5, partir de la fonction publique. Hein. La disponibilité. Alors la disponibilité, ça veut dire que vous êtes placé temporairement, j'ai bien dit temporairement, hors de votre administration. Ça veut dire que ne vous démissionnez pas. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous souhaitez revenir, vous pouvez revenir. En revanche, quand vous êtes en disponibilité, vous n'avez plus de salaire, vous n'avez plus d'avancement, hein, contrairement au détachement, hein, si vous vous souvenez, le détachement, si vous partez 2 ans et que vous revenez par exemple au bout de 2 ans en tant que professeur des écoles, vous avez gagné 2 ans d'ancienneté dans votre échelon. Hein. Disponibilité, c'est fini tout ça. En revanche, il y a une petite modalité maintenant qui a été adaptée, hein, cette règle-là, elle est mise en place à partir de 5 ans. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez être mis en disponibilité moins de 5 ans et vous gardez malgré tout votre avancement. Hein. En revanche, vous cessez de bénéficier de vos droits à la retraite pour la période de disponibilité. Hein, c'est-à-dire que vous savez que pour la retraite, c'est d'actualité, il y a le montant de la retraite et puis il y a aussi le nombre de trimestres pour lesquels vous avez cotisé, donc la durée de cotisation qui est pris en compte, et dans ce cas-là, votre durée de cotisation sera déduite de, en tout cas pour la retraite d'État, hein, puisque si vous partez en mise de disponibilité pour partir ailleurs, vous cotiserez ailleurs, mais en revanche, pour la retraite des agents de l'État, cette durée-là sera déduite. Alors après, ce n'est pas forcément gênant dans certains cas, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne va pas lancer un débat dessus ce soir. Et c'est soumis obligatoirement un accord de l'inspecteur d'académie, inspecteur académique, directeur académique, sauf celle de droit, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui y ont droit. Par exemple, si vous élevez un enfant de moins de 12 ans dans certaines conditions, si vous souhaitez suivre votre conjoint, etc., 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 je vous conseille d'aller vous renseigner auprès des textes qui peuvent changer hein, par rapport à ça. Évidemment, il faudra fournir des pièces justificatives, bien entendu, mais on ne peut pas vous la refuser dans certains cas. La rupture conventionnelle. Alors, la rupture conventionnelle, comme son nom l'indique, c'est une convention, hein, c'est-à-dire que c'est une convention que vous signez entre l'éducation nationale et vous-même, et là, pour le coup, vous quittez la fonction publique. Hein, c'est-à-dire que la rupture conventionnelle, c'est depuis quelques années, mais vous quittez la fonction publique. Il y a certaines dispositions, excusez-moi, spécifiques dans les académies. Attention, dans certaines académies, étant donné qu'on doit vous verser une indemnité hein, qui est calculée en fonction du prorata du temps travaillé, donc c'est pas intéressant honnêtement de la demander au bout de 2 ans parce que vous touchez rien quasiment. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a certaines académies, les fonds ne sont pas évidemment extensibles et elles ne sont pas forcément toutes accordées. Hein, ça c'est vraiment, je vous conseille vraiment de vous renseigner en fonction de votre contexte local. Vous avez parfois des circulaires hein, qui sont en lien avec cette rupture conventionnelle-là. Et attention, extrêmement important, alors évidemment vous êtes reçu un entretien, mais ce qui est important, c'est que si jamais vous repassez un concours de la fonction publique avant 6 ans, vous devez la rembourser. Hein, c'est-à-dire que si jamais vous repassez le concours, vous risquez, si vous repassez un concours avant 6 ans, hein, évidemment au bout de 7 ans, vous n'avez pas à la repayer, à un moment donné, vous allez recevoir un courrier vous demandant de rembourser le montant de la rupture conventionnelle.
Voilà. Bon, alors après, les modalités de calcul sont assez complexes, hein, puisqu'elles évoluent avec le temps. Donc je vous conseille de vous référer aux différentes circulaires à ce sujet. Et enfin, la démission. Alors la démission, pareil, toujours soumise à l'accord de l'administration, hein, c'est la règle de la fonction publique, hein, puisqu'on considère que c'est un service public. Elle est irrévocable, hein, évidemment, il faut en faire la demande, il y en a recommandé accusé de réception, et puis ensuite, hein, la plupart du temps, vous serez reçu, hein, par les services. Mais bon, là c'est pareil, ça évolue dans le temps, c'est-à-dire que, je vous rappelle, comme je l'ai indiqué au début du live, que il fut un temps, quand vous démissionniez de la fonction publique, vous n'aviez pas le droit de repasser un concours. Maintenant, c'est fini, hein, cette règle-là n'est plus appliquée, mais pour vous montrer que les dispositifs évoluent dans le temps. Alors concrètement, hein, je vais vous indiquer un certain nombre d'informations. Comment faire? Alors, déjà, se renseigner. Ça, c'est la conduite à tenir qui paraît basique, mais néanmoins qui doit être, comment dire, être adoptée. C'est-à-dire que déjà, vous avez des sites internet, hein, que vous pouvez consulter, certaines presses spécialisées également. Ensuite, évidemment, affiner votre projet, hein, c'est-à-dire que en parler, c'est toujours mieux, hein. Dans la plupart des cas, on demandera l'avis de votre supérieur hiérarchique, qui pourra, par exemple, lors d'un entretien de carrière, évidemment, donner, orienter le compte-rendu en fonction de ce que vous lui avez dit par rapport à votre projet professionnel. Et ça pourra être également un point d'appui, hein. S'il voit débarquer une demande, atterrir une demande je sais pas moi, de mise en disponibilité ou de détachement plutôt sur son bureau, je sais pas moi, pour devenir, je parlais tout à l'heure de enseigner à l'étranger, voilà. Pour enseigner à l'étranger et que vous lui en avez pas parlé auparavant, il va se dire bon, est-ce que ce projet est pertinent ou pas? Donc vraiment, parlez-en à votre supérieur hiérarchique, parfois à la RH de proximité. Alors c'est toujours perfectible, hein, bien entendu. C'est-à-dire que j'ai bien lu dans le chat, hein, tout à l'heure, ce que la RH de proximité avait apporté à une certaine personne. Mais de toute façon, à partir du moment où ils ont connaissance du dossier, ça, quoi qu'il en soit, ça va faciliter votre mobilité dans le sens évolution professionnelle. Alors, se mobiliser, c'est le deuxième élément. Alors, vous pouvez faire un bilan de compétences en mobilisant votre compte personnel de formation. Je parlais tout à l'heure des rectorats qui en proposent également, hein, allez vous renseigner. Se former à la... Alors, soit vous essayez de reprendre vos études, soit vous entreprenez de vous engager dans une qualification professionnelle ou une certification professionnelle. Alors, par rapport à la question dans le chat sur le financement des études, c'est pas tout le temps le cas. Il y a des académies qui les financent, d'autres qui ne les financent pas, hein. Moi, quand j'ai moi-même décidé de reprendre un master quand j'étais professeur des écoles, j'ai fait quelques économies avant parce que ma formation n'était pas financée. Attention, quand vous reprenez les études alors que vous êtes déjà salarié ou vous êtes fonctionnaire, vous n'êtes plus considéré comme étant en formation initiale. C'est-à-dire que vous n'avez pas les tarifs de formation que vous aviez quand vous étiez étudiant. Ça, c'est important à savoir. Quand vous êtes étudiant, vous avez des subventions d'État, hein, puisqu'en gros, c'est l'État qui verse le salaire aux professeurs, enfin aux universités, enfin aux professeurs des universités, pardon, ou qui verse l'équivalent aux universités qui ensuite rémunèrent leurs professeurs. Quand vous êtes salarié ou quand vous êtes fonctionnaire, donc déjà dans la voie, quand vous travaillez déjà, il faut savoir que ce n'est plus le cas. Et c'est un secteur déjà qui est concurrentiel, hein, il y a une mise en concurrence, et les tarifs sont plus du tout les mêmes que quand vous étiez étudiant. Donc je vous conseille de vous renseigner auprès des universités ou des organismes pour lesquels vous souhaitez passer une formation. Donc ça, je l'ai un peu dit, hein, se former où, comment, vous avez des formations universitaires qui en proposent, vous avez des organismes qui dispensent également des formations, hein, pour vous permettre de préparer un concours. Donc par exemple, si vous envisagez de devenir professeur des écoles, Objectif CRPE le fait. Vous avez des associations aussi, hein, qui peuvent vous permettre d'obtenir des qualifications professionnelles. Je vous conseille toujours de vous renseigner auprès des acteurs pour le financement. On ne sait jamais, de toute façon, rien ne vous empêche de demander à votre académie si elle finance des reprises d'études. Au pire, vous risquez un non, hein, donc c'est-à-dire que ça ne change rien à votre situation actuelle. Mais si ça se trouve,
elle accepte, hein. Alors en général, c'est si évidemment il y a un retour. C'est-à-dire que si vous envisagez de passer si vous demandez pardon, à votre académie de financer une formation pour ensuite partir ailleurs, bon, forcément ils ne vont pas vous valider. Mais si vous indiquez que vous souhaitez passer une formation dans le but d'obtenir une expertise supplémentaire pour, je ne sais pas moi, enseigner de façon beaucoup plus efficiente, allez, je dis un exemple, les mathématiques, dans le but ensuite de devenir conseiller pédagogique ou dans le but de devenir conseiller pédagogique départemental en mathématiques, il y a plus de chances qu'ils acceptent. Alors je ne dis pas que c'est automatique, hein. Moi par exemple, ce n'était pas le cas. Ça dépend vraiment des académies et évidemment des demandes que ces dernières reçoivent. Vous avez la possibilité de mobiliser votre compte personnel de formation, j'en ai parlé tout à l'heure, puisque ce n'est pas uniquement que des SMS frauduleux, mais vous avez la possibilité de demander la mobilisation de votre compte personnel de formation. Attention, la demande est à effectuer en fonction des calendriers et puis ensuite les modalités varient également en fonction des endroits, hein, et puis en fonction des possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez le site du compte personnel de formation. Attention, prenez le site institutionnel, ça c'est important, qui vous apporte un certain nombre de renseignements. Et vos départements pourront aussi vous en apporter, puisque des fois vous avez des circulaires qui paraissent à ce sujet. Et enfin, vous pouvez demander un congé formation, hein, sachant que ce congé formation, il a une durée de 3 ans, en sachant qu'à l'intérieur de ces 3 ans, vous avez 1 an rémunéré à 80% de votre traitement brut. Attention, je parle bien du traitement brut. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de cotisation, au contraire, hein, vous avez aussi des cotisations à payer. En revanche, c'est 80% du traitement hors indemnité. Alors ça tombe bien, puisqu'en tant que professeur des écoles, de toute façon, vous n'avez pas de primes, beaucoup de primes, mais il faut le savoir quand même malgré tout. Et pour ce congé formation, il faut savoir que l'avis du supérieur hiérarchique est nécessaire, d'où l'intérêt que vous avez de lui en parler suffisamment en amont. Les modalités. Donc, pour résumer un petit peu, hein, vous avez le concours. Hein, alors là, pour le coup, vous renseignez auprès des organismes, enfin des administrations pardon, qui proposent le concours, des ministères. Hein. Moi, j'ai connu honnêtement, y compris dans mon entourage, tous les cas de figure. C'est la personne qui est partie au ministère de la Culture suite à réussite à un concours, personne qui est partie au ministère des Affaires étrangères. Hein, vous voyez, c'est pas commun. Des Affaires étrangères par la voie du détachement et qui ensuite a pu être intégré dans ce ministère-là de façon pérenne. Je connais des personnes qui ont été dans les services liés au Premier ministre. Je connais également des personnes qui sont devenues évidemment formateurs, directeurs d'école ou les deux à la fois. Des personnes qui sont devenues inspecteurs, vous en avez en face de vous, des personnes qui sont devenues personnels de direction. J'en connais également qui ont cessé leur activité pour travailler dans le secteur privé. Hein. Donc il y a vraiment une variété de parcours. Hein. Et donc l'idée c'est quand même de tenter, hein, de vous renseigner, puis de tenter là où vous vous sentez aussi le plus à l'aise. Donc le concours, le détachement, la mise à disposition. La mise à disposition, hein, vous savez, c'est quand vous continuez à être rémunéré par l'éducation nationale, mais ailleurs, c'est un peu plus rare. La mise en disponibilité, la rupture conventionnelle et puis, cas extrême, ou si nécessaire, la démission, bien entendu. Si jamais vous êtes intéressé, par exemple, pour devenir directeur, pour devenir conseiller pédagogique, pour avoir un poste spécialisé, hein, pour essayer, moi, ce que je vous conseille, c'est de tenter et de tester les postes de ce qu'on appelle les postes de faisant fonction. Les postes de faisant fonction, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en gros, vous occupez la fonction sans en avoir la qualification, mais néanmoins, vous occupez la fonction. Ça permet pendant 1 an d'avoir un aperçu sur sur les missions de cette fonction. L'avantage, c'est que si jamais ça ne vous intéresse pas, vous pouvez dire, écoutez, moi je reprends mon poste d'avant. Votre poste d'avant vous est réservé, hein, attention. Hein. Si par exemple vous avez un poste qui vous intéresse, vous voulez tenter conseiller pédagogique, vous n'avez pas le CAFIPEF, donc vous pouvez tenter pendant 1 an et revenir professeur des écoles. Je vous ai explicité là comment ça va se passer. Ce sont des postes non pourvus à l'issue du mouvement principal. Hein, donc renseignez-vous auprès du service du mouvement pour les postes d'enseignants. Donc je reprends mon exemple de conseiller pédagogique. À l'issue du premier mouvement, il y a encore
des postes vacants, donc il y a une phase complémentaire, un second mouvement, enfin l'appellation diffère en fonction des départements. Et vous avez toujours une circulaire qui paraît en lien avec cela, ou une note. Et sur cette note-là sont listés l'ensemble des postes qui restent à pourvoir. Et si vous obtenez un poste, un de ces postes-là, à l'issue du mouvement complémentaire, ce sont la plupart du temps des postes à titre provisoire, c'est-à-dire que vous gardez votre ancien poste, mais provisoirement, vous exercez les fonctions de conseiller pédagogique. Et dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait, reprendre le poste que vous occupiez auparavant. Dans ce cas-là, concrètement, comment ça se fait? En général, il y a un courrier à adresser au service du mouvement. Alors, il faut attendre évidemment que le mouvement principal soit terminé et que les premières affectations aient été effectuées. C'est pas forcément très confortable parce qu'il faut attendre le mois de juin en général. Mais ça vous permet quand même d'essayer un autre poste. Vous avez des départements, vous avez des postes dans les hôpitaux qui sont disponibles, dans les prisons, des postes spécialisés, des postes de conseiller pédagogique, des postes de direction également, et également des postes d'inspecteur d'éducation nationale par exemple, ou de personnel de direction. Dans ce cas-là, vous faites toujours un courrier évidemment à destination de son directeur académique, c'est la base, en général avec une copie à votre inspecteur ou votre inspectrice de l'éducation nationale, si vous souhaitez devenir personnel de direction ou inspecteur de l'éducation nationale. Voilà, ça c'est la démarche à suivre. De toute façon, la plupart du temps, vaut quand même mieux, évidemment, à mettre son supérieur hiérarchique dans la boucle si vous souhaitez évoluer. Bah écoutez, il me reste plus qu'à vous demander si vous aviez des questions spécifiques. Alors attention, je vois qu'il y a des questions particulières au niveau des disponibilités. Je vous conseille d'aller consulter, comme c'est extrêmement technique, les circulaires en lien avec cette mise en disponibilité pour plusieurs raisons. D'une part, parce que si jamais le dispositif change d'ici la fin de l'année, ça m'évitera moins de vous dire une bêtise, en sachant que ce sont des éléments qui sont mouvants dans le temps, même si le principe existe au niveau statutaire, il y a quand même des modalités qui peuvent évoluer. Donc allez vous renseigner sur soit le bulletin officiel, principalement auprès du bulletin officiel, soit auprès des textes officiels. Servicepublic.fr, c'est une mine d'or puisqu'il vous explicite le détail, ça a été vérifié par des juristes, et puis ensuite en dessous, ça renvoie vers les textes de loi. Comment dire, vous aurez toutes les modalités, et notamment savoir si pour rapprochement de conjoints c'est plutôt 3 ou 5 ans, etc., etc. Moi je vous conseille vraiment d'aller voir les textes officiels. Alors le médiateur scolaire, pour répondre à la question de Nadia, le médiateur scolaire, alors ça dépend de l'organisme de recrutement. Je pense que vous faites peut-être référence en lien avec l'offre de Canopé que je vous ai montré tout à l'heure, de l'atelier Canopé, je crois que c'était Limoges, si ma mémoire est bonne. C'est une personne qui va recevoir par exemple des enseignants pour les former. Un médiateur, ça peut être dans le cadre des musées, la personne qui va soit s'occuper de construire les parcours de visite pour les scolaires en fonction des expositions du moment. Alors, ce sont plutôt les très grosses institutions culturelles qui en recrutent, ou soit c'est la personne qui va être amenée aussi, il faut le savoir, à recevoir les groupes scolaires. Vraiment, les modalités, elles dépendent des institutions. Pour le KPI, quelle formation? Alors le KPI, c'est assez spécifique. Alors déjà, il faut savoir que pour avoir des chances d'obtenir une formation au KPI, il faut au préalable avoir postulé sur les fameux postes là, dont je parlais tout à l'heure, qui restent à l'issue du mouvement, soit sur un poste en Ulysse, soit sur un poste en SECPA par exemple, soit pour un poste en RAZ également. Et ensuite, une fois que vous avez soit
obtenu le poste, soit une fois que vous avez exercé pendant 1 à 2 ans, vous pouvez demander cette formation-là. Alors, pour le moment, à l'heure actuelle, hein, c'est toujours une formation en alternance. Hein. En général, en principe, vous êtes 3 semaines dans une classe, 3 semaines en formation, 3 semaines dans une classe, 3 semaines en formation. Ce qui est intéressant dans cette formation, c'est qu'elle fait appel également à des partenaires extérieurs, type MDPH, type formateur, comment dire, en lien avec les associations médicales, etc. etc. Pour les postes sans fonction, faut-il avoir aussi 5 ans d'ancienneté en tant que professeur des écoles? Non. Là, pour le coup, la condition d'ancienneté, si vous avez, par exemple, envie de devenir conseillère pédagogique, la condition saute. Après, néanmoins, c'est toujours compliqué d'être conseiller pédagogique si vous n'avez pas quand même exercé un minima dans un minimum d'années dans une classe, parce que sinon vous allez vous retrouver à conseiller des personnes qui débutent alors que vous êtes également débutant. Peut-on prétendre à des postes de catégorie B en repassant le concours? C'est pas interdit. Alors attention, renseignez-vous auprès de l'administration d'accueil. Parce que vous allez arriver avec un poste de catégorie A. Et vous savez qu'en principe, il y a une règle dans la fonction publique, c'est que vous ne pouvez pas avoir un salaire plus faible que celui que vous avez actuellement. Et du coup, vous avez des administrations qui vous disent, ils ne peuvent pas vous refuser, mais dans les faits, ils ne vous recruteront pas parce qu'ils savent que derrière, ils vont devoir rajouter un salaire pour vous puissiez conserver votre salaire actuel de professeur des écoles, enfin l'équivalent en tout cas. Donc renseignez-vous auprès de l'administration. Il n'y a pas d'interdiction, mais renseignez-vous auprès de l'administration. Pour devenir enseignant-chercheur, alors la plupart des enseignants-chercheurs, en général, ils sont titulaires, soit ils sont doctorants, soit ils sont titulaires d'un doctorat. Et soit vous pouvez être chargé de TD, soit vous pouvez être maître de conférence. Et c'est un régime vraiment très 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 spécifique. Mais alors je vous conseille de vous renseigner pour le coup parce que j'y connais quand même moins comment dire au niveau universitaire, enfin au niveau des postes à l'université. Mais sans case doctorat et recherche ou thèse, enfin c'est la même chose, thèse, enfin on obtient en général une thèse de doctorat, ça va être compliqué d'obtenir un poste d'enseignant-chercheur, sauf vraiment cas peut-être très spécifique. Mais je vous conseille de vous renseigner auprès de l'université que vous visez, ou de taper sur internet, de faire simplement une recherche si vous souhaitiez devenir enseignant-chercheur, je sais pas moi, en histoire, essayez de voir quelles sont les modalités. Mais bien entendu, il faudra absolument avoir une formation universitaire dans le domaine recherché. Voilà. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous remercie de nous avoir suivis et n'oubliez pas que vous avez tous les éléments dont je viens de vous parler, soit au niveau du support de cours, ou sinon au niveau des commentaires, ou sur le site Objectif CRPE. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.